priorités. Sud Radio. La première, rétablir l'ordre. La vérité en face. La deuxième, rétablir l'ordre. Patrick Roger. La troisième, rétablir l'ordre. C'est un peu ce qu'il a dit ce matin, Bruno Retailleau, invité exceptionnel de Jean-Jacques Bourdin. Une interview d'une demi-heure que vous pouvez retrouver sur notre site internet, je le disais, des extraits sur les réseaux sociaux et bien sûr sur notre chaîne YouTube où vous êtes plus d'1 million d'abonnés. On va y revenir, on va la décrypter et vous allez réagir. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette interview et surtout des propos de Bruno Retailleau? Il veut une ligne sécuritaire. Mon obsession, c'est ça, c'est la sécurité. Le gouvernement est solidaire et sur la même ligne aujourd'hui par rapport à l'Algérie. C'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a raison sur cette fermeté? Il répond aussi sur l'immigration. On va revoir ça. Mais est-ce qu'il peut être candidat à la présidentielle et être ministre? Est-ce que Laurent Wauquiez dit non, on ne peut pas faire les deux? Il dit moi, mon obsession, c'est toujours aussi répondre aux besoins en fait des Français. Et l'une des réponses, c'est la droite a repris des couleurs. Pour la suite, on verra. Il y a beaucoup de choses aussi sur l'immigration, sur la stratégie des frères musulmans, sur l'interdiction des signes religieux dans le sport. Il est assez ferme. Est-ce que vous pensez qu'il a raison, qu'il doit y avoir de la neutralité dans le sport comme à l'école, a-t-il dit? Nous allons y revenir avec Jean-François Aquili, Maxime Liédot et vous, 0826 300 300 et d'autres choses qui n'ont peut-être pas été dites et que vous regrettez qu'il n'ait pas pu en fait s'exprimer sur certains autres sujets. Eh bien, vous avez la parole, Radio Libre, vous le savez, évidemment sur Sud Radio. Jean-François Aquili, Maxime Liédot, un point quand même sur cette interview et la tonalité en tant que telle du ministre de l'Intérieur. Écoutez, moi je dirais, ce qui ressort de cette demi-heure d'interview, c'est une forme de clarté de la part de Bruno Retailleau et de fermeté. Effectivement, le discours est extrêmement sécuritaire et il répond quelque part, et les enquêtes d'opinion le démontrent régulièrement, une forme d'attente des Français. Ouais. Il est assez clair sur tous les sujets, avec une forme de clairvoyance aussi quand il parle de Monsieur Tebboune, le président algérien. Il dit il n'a qu'une obsession, c'est ma démission. Il se place même en première ligne sur ce dossier qui est éminemment qui relève de la compétence notamment de l'Élysée, du président de la République. Lui se met en première ligne. Il est très clair aussi sur des questions qui sont, vous savez, toujours un peu ambiguës sur le port du voile dans le sport. Et lui, il dit clairement qu'il veut interdire les ports des signes religieux dans les compétitions sportives. C'est clair, c'est carré sur tous les sujets. Et effectivement, c'est carré sur tous les sujets. Oui, mais sur la politique pure, là, il est obligé de botter en touche. Il est obligé de dire sur quoi? Sur l'obsession présidentielle. Personne n'y croit. Enfin, tout le monde se dit que si d'aventure, il avance à tâtons aussi. Il sait très bien que la donne est compliquée parce que il a plusieurs adversaires. Je disais, il y a Laurent Wauquiez qui est son ami et ennemi intime. Alors son ami intime, son ami très cher. Oui, mais il peut pas dire oui, je suis candidat à l'élection présidentielle parce qu'on va dire finalement, ce que vous faites à la place Beauvau, c'est juste pour servir vos propres intérêts. Donc ça, c'est un vieux classique de la politique. C'est je sers d'abord les Français, puis après on verra, on discute. Son impensée ou son arrière-pensée, il le dit avec le sourire. Tout le monde a bien compris que si il y a une possibilité d'eux, il ira. Voilà. Ouais. Maxime Liédot. Deux choses. D'abord, évidemment, un ton de fermeté auquel on est désormais habitué de la part du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec en effet cette obsession pour la sécurité des Français. Et je crois que le fait de marteler le message à ce point, si vous voulez, nous fait comprendre, nous qui ne sommes pas en réalité derrière la scène, si vous voulez, à quel point les obstacles sont nombreux, à quel point parfois notre propre justice empêche des actions qui paraîtraient des actions de bon sens. On l'a vu notamment lors de certains renvois d'influenceurs algériens. Maintenant, moi, l'immense zone d'ombre, en tout cas sur cette interview, ça concerne, si vous voulez, l'argument pour rester au gouvernement. Quand il dit, moi, ce qui me préoccupe, c'est la sécurité des Français, et c'est ce que je mets dans la balance tous les jours, la ligne est claire sur le gouvernement, mais je rappelle que la liste de personnes estimées excessivement dangereuses, la soixantaine de personnes, une liste adressée à l'Algérie dans le week-end, c'était en réaction à l'attentat de Mulhouse, et c'était déjà, si vous voulez, la condition que l'Algérie devait les reprendre, et c'était des personnes extrêmement dangereuses. À partir du moment, si vous voulez, où l'Algérie déjà vient de refuser ces personnes extrêmement dangereuses, qu'est-ce qui fait que là, déjà, la sécurité des Français n'est pas en jeu? Donc moi, c'est vraiment sur cet argument où je trouve qu'on manque malheureusement de puissance, parce que Jean-François l'a très bien dit, c'est ce qu'on appelle la politique. Mais là-dessus, Maxime, si je puis me permettre, j'ajoute qu'il est quand même assez précis également. Il dit, tant que la ligne du gouvernement, c'est la mienne, grosso modo, il le dit en substance, moi ça me va. C'est-à-dire que là, pour ce qui est du cas c'est ça, le gouvernement est solidaire et sur la même ligne, parce qu'on a cru qu'il y avait des dissensions entre... Alors,
sais pas. Il y en a eu au sein du gouvernement et puis avec l'Élysée surtout. Bien sûr. Sur l'expulsion, c'est Alger qui pose problème. C'est pas le gouvernement, c'est pas François Bayrou ou Emmanuel Macron. Bien sûr. Non mais Jean-François, j'entends. Mais quand vous avez le ministre de l'Intérieur, à juste titre, qui dit moi ce que je mets dans la balance tous les jours, c'est le jour où la sécurité des Français sera mise en jeu. Quand malheureusement vous vous engagez avec une liste d'individus très dangereux en réaction à un attentat et que l'Algérie refuse, à partir de maintenant, il y a déjà un problème concernant la sécurité des Français. Donc je trouve que cette ligne-là est parfois complexe à tenir, même une fois plus, j'entends. Ça s'appelle la grande solidarité gouvernementale. Et j'ajoute que il parle aussi à ses électeurs. Vous prenez l'exemple du port du port des signes religieux dans la pratique du sport et les compétitions sportives, là où les uns et les autres évoquent les signes religieux, lui il cite la stratégie des frères musulmans. Sur l'impression de l'interview, c'est qu'il met des mots précis et des actions précises, avec des mots clairs. Voilà. Bon, on va y revenir sur l'Algérie parce que c'est assez important. Bien sûr, c'est le dossier chaud du moment. Il l'a dit très clairement qu'il est lui-même la cible du pouvoir algérien. On le réécoute. Je vois bien que Monsieur Tebboune aujourd'hui a une seule chose en tête. Ça ne nous a pas échappé. Laquelle ? Ma démission. Chaque jour, je fais la une de la presse algérienne, avec évidemment des articles très agressifs. Et ceux qui souhaitent le plus ma démission aujourd'hui, c'est le régime algérien. Voilà, il le dit. Clairement, c'est le pouvoir algérien qui veut ma tête. En France, alors on y reviendra aussi tout à l'heure. Il est la cible. Il est la cible aussi de la France insoumise. Bien sûr. D'ailleurs, qui sur des affiches dit il est raciste, fasciste, etc. Sur l'Algérie, on va poursuivre dans un instant et nous serons aussi avec l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, parce qu'il y a un point qui est assez important, c'est que sur Boualem Sansal, est-ce qu'il a des nouvelles ? Non. Aucune, c'est ce qu'il a dit. Nous voyons ça dans un instant. Nous allons continuer à revenir et décrypter. Et je vais vous donner la parole comme chaque matin, bien sûr, tout à l'heure. Et on va résumer aussi tout à l'heure, dans quelques instants, si vous avez raté cette interview d'une demi-heure où il y a énormément de choses qui ont été dites au micro de Jean-Jacques Bourdin, de Bruno Retailleau. On va avoir ça avec Maxime Retailleau. Avec Maxime Trouleau Retailleau. Oui, ça se termine de la même manière. Bien sûr, tout à l'heure, on va revenir sur les principales phrases. Dans La Vérité en face. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face où nous revenons jusqu'à 10h sur cette interview de Bruno Retailleau qui était avec Jean-Jacques Bourdin. Il y a eu énormément de choses. Il a été interviewé sur tous les sujets, sur l'Algérie, on en a parlé, sur bien sûr aussi la campagne présidentielle, sur l'immigration, sur le rapport qui va être classifié bientôt, il l'a annoncé, sur la stratégie des frères musulmans, stratégie de l'entrisme. Il a dit en fait très très clairement sur les signes religieux dans le sport, sur la sécurisation aussi, sur les lieux sportifs, 30% des forces de l'ordre affectées à la sécurisation des matchs de football le week-end. Et s'il le faut, on va dissoudre des groupes d'ultra et puis bien sûr sur le voile, le racisme anti-blanc. A-t-il dit, ça existe, il faut pas le nier. Bon, d'accord. Et puis le narcotrafic, on y reviendra tout à l'heure. Avant ça, nous étions sur l'Algérie. Xavier et puis Jean-François Aquili et Maxime Liédo sont toujours avec moi jusqu'à 10h pour décrypter et y revenir. Bien sûr, Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, est avec nous. Bonjour Xavier Driancourt. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Déjà sur ce qu'il a dit là, tout à l'heure on vient de réécouter un extrait. Monsieur Tebboune, l'Algérie, le pouvoir m'a pris pour cible et veut ma démission. Vous le lisez aussi comme ça, vous, ce qui se passe dans ce rapport entre la France et l'Algérie aujourd'hui ? Oui, je crois que ce n'est pas, c'est loin d'être faux et je lis moi également la presse algérienne et je vois que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur est ciblé effectivement par la presse algérienne. Moi aussi, j'ajoute, parce que nous tenons, lui comme moi, une position assez ferme vis-à-vis de l'Algérie et je crois que l'Algérie veut effectivement la démission du ministre de l'Intérieur et je crains qu'il ne se
passe pas grand-chose jusqu'à cette démission, malheureusement. Ah bon, pourquoi? Parce que vous pensez qu'il n'y aura à la liste qui a été envoyée par Bruno Retailleau et puis la riposte graduée, vous pensez qu'il n'y aura pas beaucoup de suite finalement? Mais écoutez, là, le rejet de la liste des 60 noms est quand même étonnante. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'Algérie, dans son refus, parce que j'ai lu attentivement le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, l'Algérie n'a même pas examiné la liste des noms. Elle le rejette pour une question de procédure, disant simplement il fallait respecter la convention consulaire de 74 et surtout l'accord franco-algérien de 1994, qui est un accord confidentiel, qui n'est pas publié au journal officiel, mais qui donne un certain nombre de facilités aux consulats algériens pour récupérer leurs ressortissants et pour travailler avec les préfectures. Et en gros, l'Algérie dit vous nous avez transmis une liste globale alors que vous auriez dû nous envoyer 60 noms par l'intermédiaire des consulats et de vos préfectures. Ouais. Donc on voit qu'ils jouent sur les mots. Ouais. Ils jouent sur les mots. Ils sont décidés pour des simples questions de procédure à enquiquiner le gouvernement français et à enquiquiner le ministre de l'Intérieur. Ouais. Mais pour aller jusqu'où? Alors la démission, vous dites, et dans les rapports avec la France quand même, parce que ça ne peut pas tenir éternellement. Bien sûr, ça ne peut pas tenir non plus trop longtemps. On a trop de relations entre la France et l'Algérie, entre les Algériens qui sont en France d'origine, les autres qui ont la double nationalité, les rapports que l'on a d'un point de vue économique, c'est une situation qui est intenable quand même, non ? Oui, et personnellement, je suis très pessimiste parce que, si vous voulez, on est arrivé à un stade qui est extrêmement compliqué dans la relation avec l'Algérie. Nous avons besoin de cette relation et l'Algérie a besoin également d'une relation avec la France. Mais je trouve que depuis 6 mois, depuis plusieurs mois, cette affaire a été assez mal gérée parce que nous n'avons pas réagi pendant plusieurs mois. Ouais. La décision française de reconnaître qui n'a pas bien géré? C'est le gouvernement précédent? C'est Gérald Darmanin qui était au ministère. En même temps, ça dépend de la diplomatie. C'est plus le Quai d'Orsay. C'est le gouvernement, le président de la République, le gouvernement précédent. Je trouve que c'est en juillet qu'il y a eu la décision de reconnaître le Sahara occidental. Et pendant plusieurs mois, jusqu'à l'arrestation de Boualem Sansal, en gros, à la fin du mois de novembre, nous n'avons rien fait. Et nous avons laissé l'Algérie prendre l'initiative. Et nous avons en plus envoyé des signaux contradictoires, une divergence entre M. Barrot et M. Retailleau, apparemment. Et puis, il y a 3 semaines, un mois, Madame Dati, ministre de la Culture, est allée au Sahara occidental, ce qui est le chiffon rouge pour Alger. Donc, c'est pour ça que je dis, nous n'avons pas très bien géré cette crise. Et aujourd'hui, nous sommes au point où c'est l'Algérie qui a l'initiative. Un dernier mot concernant Boualem Sansal. Le ministre a dit, je n'ai pas de nouvelles. Aussi cash que ça. C'est exact. C'est exact, oui. Personne n'a de nouvelles. Personne n'a de nouvelles et c'est inquiétant quand même, quoi, parce qu'on peut se dire qu'il y aurait. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant et c'est inadmissible de la part du gouvernement algérien de ne pas accepter que Boualem Sansal, qui est également citoyen français, ne bénéficie pas de la protection consulaire. Oui, absolument. Merci Xavier Driancourt d'avoir été avec nous. Jean-François Aquili veut ajouter un mot et Maxime Yeddo. Jean-François Aquili. Juste un mot pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick Roger. Ce n'est pas Alger, évidemment, qui décide de la composition du gouvernement français, et la présence ou la persistance de Bruno Retailleau ne sera pas forcément un frein à la reprise du dialogue avec Alger, parce qu'au fond, le problème, ce n'est pas Bruno Retailleau. L'origine, l'élément déclenchant, ça a été dit, c'est le Sahara occidental. Quand vous regardez ce qui se passe au sein de l'Union européenne, nos voisins et amis italiens, Giorgia Meloni les Italiens entretiennent d'excellentes relations avec l'Algérie. Aujourd'hui, c'est peut-être même un canal de discussion possible via Rome, parce que l'Italie... attendez, c'est assez dingue, quoi, ce que vous dites. Oui, c'est dingue, mais vous avez un partenaire européen haut de gamme comme l'Italie qui entretient d'excellentes relations avec l'Algérie aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui paraît, qui relève en fait d'un passé, voire d'un passif avec la France qu'il faut résoudre. Ce sera la voie diplomatique, avec effectivement les 700 000 ou 800 000 expatriés algériens en France et la diaspora qui s'ensuit. Donc, on ne peut pas rester comme ça. Mais le problème, ce n'est pas
Bruno Retailleau. C'est une relation ancienne et un différend qui remonte à très loin. Le problème n'est pas Bruno Retailleau, mais ça a été très bien rappelé par l'ambassadeur Driancourt, ça a été aussi quand même pendant de longs mois une sorte d'attente quand, rappelez-vous, on a remis dans l'hymne algérien un couplet odieux sur la France. Nous n'avons pas réagi quand en mi-décembre, le président Tebboune s'est exprimé devant les parlements en ayant des propos sur la colonisation, en faisant des comparaisons absolument abjectes. On n'a pas entendu, et je ne parle pas forcément de Bruno Retailleau, mais on n'a pas entendu notamment le ministre des Affaires étrangères. Et puisqu'on parle de Jean-Noël Barrot, on parle de la ligne du gouvernement qui serait impeccable. Quand Jean-Noël Barrot, hier soir, se rend à la Grande Mosquée de Paris, qui est gérée par le Grand Acteur, qui était l'organisateur de la campagne en France du président algérien, pour faire la fameuse rupture du jeûne avec certains ambassadeurs de pays musulmans. C'est problématique. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères doit se mettre avec celui qui était le coordinateur de la campagne, le grand recteur de la Mosquée de Paris, dont on a su il y a quelques semaines en plus qu'il y avait tout un système opaque, ça relève de la diplomatie. Oui, non mais excusez-moi, je ne supporte plus, pardon Jean-François Achilli, cet argument. On ne peut plus en permanence, quand ça dure depuis autant de temps. Non mais autant de temps, si vous voulez. Mais la diplomatie, moi j'entends et j'ai voulu croire jusqu'au bout, si vous voulez, soi-disant à la diplomatie souterraine, à la diplomatie du sous-sol, à la diplomatie discrète. Le problème c'est que être enfermé à la cave, quoi. Oui, et le problème c'est que si on m'avait dit regardez depuis quelque temps, on a retrouvé des discussions sur tel sujet, on a retrouvé des discussions, même par exemple des experts de sécurité, parce que pendant très longtemps ça a été l'argument de ceux qui défendaient Jean-Noël Barrot et la fameuse diplomatie souterraine en disant mais enfin attendez, au niveau sécurité, sur les renseignements, etc., ce sont on va dire des sources extraordinaires. Même aujourd'hui les experts de sécurité, quand vous discutez avec eux, disent bon, on est quand même très content d'avoir nos amis marocains parce que même les contacts avec les services de sécurité algériens sont compliqués. Donc, un dernier mot aussi avant de remercier ce double langage. Xavier Driancourt. Quelle est la ligne aussi maintenant? Parce qu'on a bien compris, le gouvernement est sur la même ligne, a dit Bruno Retailleau, sur l'Algérie. Et l'Élysée alors? Est-ce que, parce que à un moment donné, Emmanuel Macron a dit oui, non mais je suis pas tout à fait sur la même ligne, etc. Aujourd'hui, alors Emmanuel Macron est quand même moins avancé, plus prudent, publiquement plus flottant sur la question algérienne parce que, n'en déplaise à certains, il y a la diplomatie qui tente de renouer les fils du dialogue parce que ça se passe comme ça, toujours. Ça s'est toujours passé comme ça et ça se passera toujours comme ça. La diplomatie est censée prendre le relais, mais pour l'instant, on voit bien que ça bloque, ça ne fonctionne pas. L'élément de blocage majeur, c'est Boualem Sansal, sa détention. Tant qu'il est derrière les barreaux, aucun message public, aucun accord public n'est audible. C'est ça. Enfin, c'est ce qui me semble. Merci Jean-François Achilli, Maxime Niedo. On poursuit dans un instant pour décrypter cette interview de Bruno Retailleau qui était invité ce matin de Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin. On va écouter des extraits, on va y revenir bien sûr. Merci Xavier Driancourt d'avoir été avec nous, ancien ambassadeur de France en Algérie. La vérité en face, c'est jusqu'à 10h sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, évidemment, sur Sud Radio jusqu'à 10h pour tout se dire. Et ce matin, c'est une émission un petit peu spéciale parce que nous décryptons, on continuera à le faire d'ailleurs tout au long de la journée sur Sud Radio, l'interview de Bruno Retailleau. Pas simplement parce que c'était l'interview au micro de Jean-Jacques Bourdin et tout, mais parce qu'il y a eu énormément de choses. Jean-Jacques Bourdin l'a interrogé sur plein de dossiers et il a répondu sans se dérober, ou alors de temps en temps en bottant en touche, comme par exemple, vous l'avez dit, Jean-François Achilli, sur la présidentielle. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent, Maxime Trouleau, redites-nous un petit peu quand même, c'est les principales déclarations, en dehors de l'Algérie, que l'on vient d'aborder évidemment pendant un quart d'heure. Oui, on a beaucoup parlé de l'Algérie, là, et aussi évoqué Bruno Retailleau, la question du voile, on le sait que ça fait polémique depuis quelques jours. Bruno Retailleau qui s'est dit non seulement contre le port du voile dans les compétitions sportives, mais il est pour une loi, il veut légiférer sur cette question. Il a parlé effectivement sur les terrains de sport, mais aussi à l'école. Il veut interdire le voile au sein des écoles, ça ok, mais aussi en dehors des murs, lors des sorties scolaires, indiquant que sur ce sujet, il n'y avait pas d'accord au sein du gouvernement. Bruno Retailleau qui a évoqué aussi cette question des messageries cryptées. On sait que en ce moment, à l'Assemblée nationale, il y a débat sur la loi contre les narcotrafics. Le gouvernement qui souhaite permettre aux enquêteurs de pouvoir accéder aux messageries cryptées, comme WhatsApp par exemple. Il a annoncé, Bruno Retailleau, ce matin, sur l'antenne de Sud Radio, que si les enquêteurs avaient pu avoir accès aux messageries cryptées, on aurait pu déjouer des attentats. C'est ce qu'il explique, notamment si les policiers avaient pu avoir accès donc à ces messageries cryptées. Sur Boualem Sansal, il a évoqué également le cas de Boualem Sansal, on en a parlé. Pas de nouvelles aujourd'hui. Boualem Sansal qui est toujours donc
en Algérie. Il a parlé du meurtre de Thomas du côté de Crépol, indiquant que oui, il y a un racisme anti-blanc, c'est ce qu'il explique, alors qu'un livre est sorti récemment sur cette question. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce livre, avec une enquête où on voit que c'est pas aussi clair que ça quand même, quoi. Hein. Bon, ça a dégénéré, etc. Oui. Mais c'est intéressant ce livre. J'espère recevoir justement Jean-Michel Decugis qui l'a rédigé. Et il a évoqué aussi les tribunes. On sait que Bruno Retailleau souhaite bannir certains supporters ultra de certains clubs, notamment Saint-Etienne ou Strasbourg. Et il a indiqué, il y a un chiffre qui a interpellé nos auditeurs sur notre compte Twitter, notamment 30% des forces de l'ordre sont aujourd'hui mobilisées pour assurer la sécurité des matchs de football. Ça paraît 30%, alors ça doit être sur le week-end. Les forces de sécurité, en tout cas, 30% des forces mobilisables sont mobilisées pour les matchs de football. C'est et alors, est-ce qu'il en reste pour lutter contre le narcotrafic? D'ailleurs, il y a un papier qui est assez intéressant ce matin dans le Canard enchaîné qui dit qu'il y a des endroits où aujourd'hui il n'y a pas suffisamment d'enquêteurs, notamment sur le narcotrafic pour remonter un petit peu les filières. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette interview de Bruno Retailleau? Jean-François Aquili, Maxime Yeddo sont avec moi pour décrypter dans La Vérité en face jusqu'à 10h. C'est Muriel qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Muriel. Eh ben bonjour tout le monde, et puis bonjour Monsieur Roger. Oui. Voilà. Bon, appelez-moi Patrick. Hein. Patrick, d'accord. Nous ne sommes pas intimes quand même. Non, ça c'est vrai. Non, mais je voulais pas vous vexer. Non, mais pas du tout. Alors bien au contraire, nous sommes une radio de proximité. On va vous laisser. Etc. Bon, Myriel, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez pensé peut-être de l'interview et puis de Bruno Retailleau en tant que tel? Alors, moi, je vais vous dire, vous savez que je suis au LR. Vous êtes au LR, oui. Eh oui. Alors, donc, nous avons... moi, je suis provoquée et j'ai beaucoup d'admiration pour Bruno Retailleau. Tant qu'il était sénateur, il est rentré au gouvernement... C'est très bien, on a une parole, mais une parole qui est muselée quand même, parce que il peut pas dire et s'opposer complètement. Il dit des choses, mais il sera pieds et mains liés. Pour l'Algérie, Macron, il n'ira jamais dans le sens de ce que veulent les Républicains, c'est tout. Voilà. Il met quand même la pression, beaucoup. Oui, mais la pression, enfin... vous pensez que ce ne sont que des paroles. Ça ne vous fait pas changer. Vous restez provoqué ou vous hésitez? Oui, tout à fait. Moi, je l'ai écouté ce matin sur une autre antenne, une autre antenne, de télévision. Et puis moi je les ai rencontrés, je les connais depuis des années. Je vous dis, c'est deux hommes que j'admire énormément. Pour une fois, on a des gens qui vont nous ressortir un peu la tête de l'eau. Mais là, tout le monde essaye. Encore une fois à l'intérieur, de les opposer, etc. Les journalistes, ils vont... attendez, c'est eux-mêmes aussi, puisqu'il y a le Congrès qui se présente tous les deux pour la tête des LR. Laurent Wauquiez ne retiendra plus tellement ses coups. Ouais. Et alors, vous restez quand même provoqué, alors que vous êtes impressionné, me semble-t-il, là, dans vos propos, par Bruno Retailleau. Non, je ne suis pas impressionné. Je trouve que c'est un homme, si vous l'avez étudié depuis quelques années, il parle sans papier, il est brillant, voilà. Retailleau ? Retailleau, oui. Et je trouve que un parti qui sera tenu par deux hommes de cette trempe, moi ça me va très très bien. Par contre, il y en a un qui peut dire, il a la parole libre, comme il l'a dit, comme a dit Wauquiez, en étant à l'extérieur, c'est-à-dire député. Et puis vous avez l'autre qui est à l'intérieur du gouvernement. Il peut faire des effets de manche, mais il sera pas suivi par Bayrou qui est à gauche, et puis par Macron qui ne bouge pas d'un millimètre. Vous croyez qu'il va faire sur l'Algérie, je termine. Vous pensez que Macron il va rentrer dans ce truc? Il n'a pas assez de... Voilà, je dirais pas le mot parce que je vais être impoli.
Mais bon, oui, en même temps, nous verrons, parce qu'il a un peu varié. Jean-François Aquili, oui, c'est intéressant ça. Très intéressant. Ouais, ce que dit donc Muriel, qui est une provoquée, oui, mais qui quand même un peu, je vais compléter ce que vous dites, Muriel, à l'instant. D'abord, dans la vie politique, il n'est plus dit depuis Emmanuel Macron que le chef du parti ou d'un parti nécessairement sera le candidat légitime et susceptible de l'emporter. Ouais. Bruno Retailleau est face à Laurent Wauquiez, vous l'avez souligné, et vous soutenez Laurent Wauquiez vous-même. Il y a aussi d'autres adversaires qui vont en sortir. Il y a Gérald Darmanin qui tente de faire concurrence aujourd'hui, notamment à Bruno Retailleau, d'ailleurs en tant que garde des Sceaux, en empiétant sur des domaines qui parlent beaucoup, on va dire, qui résonnent beaucoup de l'intérieur, quant à la sécurité, les prisons, même si la justice, les programmes immobiliers, certes, mais il y a Gérald Darmanin, il y aura Xavier Bertrand qui va revenir sur le tapis. Vous allez avoir aussi en piste, bizarrement, même Dominique de Villepin, même si c'est comme un sprinter italien, il partira dès les premiers lacets. Sur le Tour de France, c'est pareil. Donc, si vous voulez, vous avez une concurrence à droite qui est très forte. Les messages ce matin de Bruno Retailleau, ça a été dit. Édouard Philippe, Édouard Philippe, éminemment, Édouard Philippe qui est le favori. C'est pas tout, parce qu'il y a des messages. Regardez, il y a un racisme anti-blanc. Les prestations sociales non contributives ne sont pas indues. C'est ce que dit Bruno Retailleau ce matin. Il y a son message sur la stratégie des frères musulmans. Il parle, Bruno Retailleau, à son électorat de droite. Je rappelle tout de même qu'en termes de concurrence, vous avez Marine Le Pen, si elle n'est pas empêchée par la justice, et vous avez Jordan Bardella, qui est aussi un grand favori, je dirais, sur l'arc, quelque part à droite et au-delà. Donc, cette concurrence-là, c'est la plus forte, avec 11 millions d'électeurs. Et donc, Bruno Retailleau, il est face, comme les autres, à une concurrence majeure, tous azimuts. Ça n'est pas simplement un face-à-face avec Laurent Wauquiez. Ce que j'ai cru quand même aussi entendre dans l'appel de Muriel, c'est surtout, mine de rien, le respect pour un homme de droite qui n'a, par principe, pas beaucoup d'acquaintance avec Emmanuel Macron, mais qui a accepté de mettre les mains dans le cambouis. Ce que n'a pas voulu faire non plus Laurent Wauquiez, en jouant dans un premier temps, si vous voulez, totalement au fond de cours dans sa région. Il voulait pas Bercy. Oui, non, mais c'est ça. Mais donc, il a essayé de se décider entre Choix des Princes. Mais le fait est que, écoutez, peu importe, les faits, il n'a pas changé grand-chose. Il n'a pas servi à faire bouger beaucoup les lignes, Laurent Wauquiez. Et aujourd'hui, il se retrouve quand même dans une position délicate à être plus qu'inélégant avec en effet Bruno Retailleau. On est même en train de se demander au sein, un ami cher, on a bien compris ce que ça voulait dire. Et puis on même dans certains rangs actuellement des Républicains, de la droite républicaine, le groupe que préside Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale, on se demande comment Laurent Wauquiez va essayer de torpiller la loi sur le narcotrafic. Donc je ne trouve pas ça très sain. Et objectivement, on peut avoir potentiellement tous les désaccords du monde avec Bruno Retailleau, mais il faut absolument lui reconnaître de mettre les mains dans le cambouis dans une situation compliquée. Il y a un petit effet nouveauté. Il est plus jeune, Laurent Wauquiez, mais Bruno Retailleau est neuf. Oui. Même s'il a longtemps ça ne vous fait pas penser d'un mot aussi quand même à Chirac Balladur? Oui, avec parce que Chirac était même chose distancé, Balladur était au gouvernement, Chirac a fait la tournée des popotes, il est allé un petit peu sur le terrain. Alors c'était pas pour la prise du parti, c'était différent, mais tout de même. Et c'est ce que fait un peu Laurent Wauquiez. Il paraît qu'il va prendre du rosé pêche là. Un petit peu un peu partout. Là. Il fait sa petite tournée. Il y avait à l'époque un accord tacite entre Chirac et Balladur. Et Chirac a accusé Balladur d'avoir trahi l'accord en question. Oui, mais là, il n'y a aucun accord. Non, mais je ne sais pas. Pardon, cher Jean-François, rappelez-vous que la sortie de Laurent Wauquiez étant de dire nous étions mis d'accord avec un instant, Bruno Retailleau. Juste avant aussi, je voudrais avoir Éric Henry, qui est le délégué national Alliance Police Nationale, qui est avec nous pour décrypter un petit peu ce qu'a dit Bruno Retailleau. Bonjour Éric Henry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, il est moins revenu sur toutes les questions de sécurité, sauf que quand même, il a dit, et là ça nous a un peu surpris, 30% des forces de l'ordre sont affectées à la sécurisation des matchs de football. Vous confirmez ça ? Il y a effectivement un gros pourcentage de collègues qui sont donc mis à disposition sur la sécurisation des matchs, et notamment des matchs à haut risque. Comme vous le savez, il y a... Vous ne savez pas, enfin je vous le dis là, également pour vos auditeurs, il y a les matchs sont classés de 1 à 5 quant à l'échelle de risque. Et plus évidemment on se rapproche de 5, plus le match est dit à risque et donc dangereux et nécessite d'importantes forces de sécurité intérieure.
En effet, c'est un vrai sujet parmi tant d'autres. Hein. Et c'est pour ça qu'il a dit que s'il y a besoin, si c'est nécessaire, il ira à la dissolution de groupes d'ultra qui menacent la sécurité publique dans ces conditions et qui mobilisent toutes ces forces de l'ordre. Je pense que c'est 30% des forces de l'ordre qui sont mobilisées le week-end. C'est peut-être pas sur l'ensemble de la semaine. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est 30% des forces de l'ordre qui sont mobilisées pour chaque match à risque. Évidemment, pas toute la semaine, pas H24. Heureusement, parce que je ne sais pas comment on ferait pour assurer la sécurité au quotidien. Oui. Alors, il a dit autre chose d'assez important, et Jean-François le rappelait tout à l'heure, ou Maxime, sur le narcotrafic, la lutte contre le narcotrafic. Il dit il doit y avoir un amendement pour avoir recours au déchiffrage des messageries privées, comme pour le terrorisme, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et nous n'avons pas pu jouer des attaques mortelles, nous a-t-il dit, des attentats. On aurait pu le faire si nous avions eu accès à ces messageries. Ça, c'est essentiel pour vous, les forces de police et l'ensemble des enquêteurs? Alors complètement. Alors la loi contre le narcotrafic est essentielle, et tout ce qui était prévu, qui avait été voté d'ailleurs en première lecture par le Sénat, doit être voté par l'Assemblée nationale en termes identiques. Malheureusement, comme vous le savez, il y a des amendements déposés et pas sur des petites dispositions. Le dossier coffre, la messagerie cryptée, mais c'est essentiel. On peut plus faire comme a dit le ministre, les écoutes de grand-papa. C'est pas possible. C'est ce qu'il a dit. Alors, sauf que il y a la question des libertés individuelles, etc., qu'il faut quand même préserver, quoi. Jusqu'où, jusqu'à quel niveau, quoi. Un mot là-dessus, si vous le permettez, Patrick Roger. Le problème de cette disposition qui est réintroduite sous la forme d'un amendement, quand vous voyez à gauche, quand vous voyez dans les rangs de Renaissance, et quand vous voyez le Rassemblement national aussi, il y a une forme d'hostilité parce que c'est jugé liberticide. Donc ce n'est pas gagné, cette histoire. Plus que cet aspect-là, il y a aussi, je pense qu'il est important de le dire, ça fonctionnera pour les messageries cryptées exactement comme ça marche actuellement pour les écoutes téléphoniques. Donc, si vous voulez, il n'y a aucune raison, si vous voulez, que le cadre change. Ce qui bloque en revanche beaucoup plus, c'est là le vrai, si vous voulez, la véritable manifestation des avocats contre, c'est le fameux dossier coffre-fort. C'est-à-dire qu'en réalité, les juges seraient au courant de ce qu'il y a dans le dossier, mais certains avocats qui s'occupent de narcotrafiquants n'auraient pas accès au dossier. Parce que Bruno Retailleau juge que certains peuvent être corrompus. Donc, si on veut vraiment lutter contre, donc on fait un dossier coffre-fort. Et c'est là où c'est immense. Les narcotrafiquants au bout de la chaîne. Voilà, exactement. Bon, merci à vous. Merci Muriel qui était avec nous en ligne il y a quelques instants. Vous continuez de réagir. 0826 300 300. Merci Éric Henry, délégué national Alliance Police Nationale. On va revenir aussi sur les déclarations dans un instant, dans la vérité en face jusqu'à 10h bien sûr, et sur la stratégie de l'entrisme des frères musulmans. Que faut-il faire? Il dit, ils ont un agenda très précis. Il y a un rapport qui va bientôt être déclassifié. Ils veulent que la charia s'installe en France. C'est fort. On va le réécouter dans un instant et on va en débattre, bien sûr. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Jean-François Aquili, Maxime Liédot et vous au 0826 300 300, vous continuez de réagir, notamment sur cette petite phrase que nous décryptons, enfin cette interview de Bruno Retailleau qui était au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin, de 8h30 à 9h, et notamment sur le voile, puisque vous savez qu'il y a eu une polémique au sein du gouvernement, il y a un clivage entre certains qui veulent interdire les signes religieux dans le sport et d'autres pas, ou qui en tout cas sont réservés. Voici la déclaration très précise de Bruno Retailleau tout à l'heure. On doit interdire le port du voile dans les compétitions liées, notamment avec les fédérations sportives, en ce qu'elles ont une mission de service public. Le voile, je voudrais vraiment que les Françaises et les Français le sachent, c'est pas seulement un bout de tissu. Le voile, c'est un étendard. Le voile, c'est la soumission de la femme par rapport aux hommes. Il y a aujourd'hui des femmes qui meurent en Orient pour s'être dévoilées. Voilà. Toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes. Mais écoutez-moi bien, tous les islamistes, tous, sans exception, veulent voiler les femmes. Voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que, effectivement, le sport, comme l'école, doit être un terrain de neutralité? Ou alors est-ce que ça permet aussi à certains, en mettant le voile, je pense aux hijabeuses, notamment dans le football, de jouer quand même et d'éviter qu'elles ne soient en fait à côté? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Là, j'aimerais vous entendre. Allez-y. Nous avons encore quelques minutes. Maintenant, Manu attend vos appels au standard. Maxime Liédot, Jean-François Aquili. Les hijabeuses, on a prouvé par A plus B,
si vous voulez, que c'était davantage un message politique qu'autre chose, mais il fallait écouter la totalité de l'interview chez Jean-Jacques Bourdin avec Bruno Retailleau, parce qu'il a pris le temps d'expliquer quelle était sa volonté. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'à partir du moment où on était dans des compétitions sportives, où c'était géré par des fédérations qui avaient une portée de service public, évidemment que la laïcité s'applique, donc évidemment que la neutralité était de mise. Il n'a rien dit d'autre. Et ensuite, regardez, ce qui se passe en Afghanistan, regardez ce qui se passe en Iran. Le voile est évidemment un objet de soumission politique. Il n'a fait en réalité que rappeler l'essentiel, mais le problème en réalité avec Bruno Retailleau, c'est que il a tellement tenu la même ligne pendant longtemps, notamment si vous voulez, face à une Macronie qui s'est toujours égarée en réalité sur des sujets comme la laïcité, sur des sujets comme l'islamisme, sur des sujets comme l'intégrisme. Qu'est-ce que vous entendez par égaré? C'est-à-dire qu'ils ont eu des positions, je crois que le président de la République n'a jamais réellement saisi en réalité la gravité de faits comme celui-ci, et qu'au sein du gouvernement, on le voit encore maintenant, les tentations, si vous voulez, d'alléger ce problème est réel. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un comme Bruno Retailleau rappelle ce qu'on appelle les faits et tient des propos de bon sens, en réalité, forcément, ça nous choque. Parce que selon vous, peut-être, mais non, mais Patrick, en Iran, en Afghanistan, c'est la réalité. La controverse démarre, faut-il le rappeler, par les propos de Marie Barzac, la ministre des Sports, qui estime que le port du voile, au fond, n'a rien au fond, n'est pas prosélyte. C'est ce qu'elle dit en substance. Or, la stratégie des frères musulmans, depuis des décennies, est une stratégie à bas bruit. Il n'y a pas d'action violente. Il suffit, c'est une façon d'imposer les idées de la manière la plus douce possible pour qu'elles puissent, on va dire, ruisseler au sein des sociétés occidentales. C'est ce que dénonce Bruno Retailleau. Et pour arbitrer la chose, il propose une loi. Passer par la loi, qui est le seul juge de paix et qui permettra on va dire, de régler ce différend de Marie Barzac et d'autres qui disent que le port du voile n'est pas de l'entrisme. Elle le dit clairement. Or, c'est de l'entrisme. Et il a raison. Bruno Retailleau. Qu'il pourrait être déclassé. C'est ce qu'il a découvert, ce rapport qui est arrivé quand il était. Mais il y a déjà eu un rapport à l'Assemblée nationale, une fois plus, il y a quelques semaines, sur l'entrisme dans le sport. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent d'aller le lire. Vous voyez comment, et c'est pas seulement des petits clubs de foot en banlieue, si vous voulez, c'est dans des grands baskets, c'est dans des grands clubs de basket, dans des grands clubs de tennis. Donc c'est ça que dénonce Bruno Retailleau. Et en effet, je pense que de la part de la Macronie durant les 7 dernières années, il y a eu un tel flottement ou une telle légèreté à ne pas voir ces sujets que quand aujourd'hui on a un ministre de l'Intérieur, non pas qui met des pieds dans le plat, mais qui traduit et qui exprime une volonté pure, dure, sincère de lutter contre ça, forcément ça fait un peu mouche. 0826 300 300, Cédric est avec nous du côté de Narbonne pour réagir sur ce sujet. Bonjour Cédric. Bonjour à vous tous. J'avais une question parce qu'en fait c'est vrai qu'on entend toujours des hijabeuses. C'est très bien, mais le hijab est un sport? Non, je pense pas. Donc on appelle ça des footballeuses ou des rugbyman ou des rugby girls. Mais pourquoi des hijabeuses? C'est-à-dire qu'en fait elles portent le hijab, donc faut arrêter de dire des hijabeuses déjà parce que ça n'existe pas. C'est pas un sport. Et c'est elle avec des associations derrière qui se sont autoproclamées. Non mais vous avez raison de souligner. Ça veut dire que dans ces cas-là, en fait, c'est la religion qui passe devant le sport, donc ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. C'est tout simple. Donc vous êtes pour cette neutralité totale dans le sport, comme à l'école. Complètement. Je me suis rendu compte que maintenant le rugby prend le dessus sur le football parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le rugby parce que c'est une passion et surtout pas parce que c'est un sport qui est noble, même si il y a un peu de violence sur le stade, mais c'est souvent pour déstabiliser l'adversaire plus qu'autre chose. Mais ce qui se passe au football ne se passe pas au rugby. Et moi, je suis fier de mon sport de rugby. J'ai banni le football de toutes mes chaînes de télé. Je ne regarde plus un match de football. C'est terminé. Ça fait 5 ans, c'est terminé. Même les grands matchs, Cédric, en cachette. Même les grands matchs de Coupe du Monde, de quoi que ce soit, je ne regarde plus rien. Ça a été, c'est fini. C'est terminé pour moi. Terminé. Je trouve que c'est abusé. On se rend compte, regardez ce qui s'est passé, j'en ai entendu parler sur votre antenne avant-hier, ce qui s'est passé entre Angers et Monaco. Mais on va aller où?
nous. Mais si les catholiques font ça, mais Montpellier, Saint-Étienne, c'était bien sûr. Non, mais c'est vrai. On va où? En fait, la religion passe devant le sport. Non, je pense que le sport, c'est un sport. La religion doit rester à sa place. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis pas qu'elle est bonne, mais la religion doit rester à sa place. C'est-à-dire dans l'enceinte de la mosquée, de l'église, de la paroisse, mais non pas se retrouver dans des endroits tels que même dans les universités maintenant, ils vont prier dans les salles d'université. Mais on va où? On va où? Merci beaucoup Cédric, merci à vous bien sûr d'avoir décrypté cette interview de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin, Jean-François Aquili, Maxime Liédot également. Bien sûr, nous allons y revenir tout à l'heure avec Valérie Expert dans ces débats. Mettez-vous d'accord, hein, vous le savez, c'est à partir de 10h30, 10h45 jusqu'à midi avant de retrouver André Berkoff. Avant cela, il y a la partie média dans un instant de Gilles Gansman, Valérie Expert, qui vont probablement revenir sur ce qui fait beaucoup causer aussi dans les médias en fait aujourd'hui. C'est la une de Paris Match. Que voit-on en une de Paris Match? Cyril Hanouna et Tiffaine Ozière, donc la belle-fille du président, la fille de Brigitte Macron, eh bien il y a une histoire entre eux qui a commencé il y a quelques semaines et c'est aujourd'hui à la une de certains médias. Nous allons voir ça avec Valérie Expert, Gilles Gansman. Dans un instant, La Vérité en face revient demain, Jean-Jacques Bourdin aussi. Et puis ce soir, on continuera à décrypter d'ailleurs dans les vraies voix, bien sûr avec Philippe David et Cécile Ménibus, cette interview de Bruno Retailleau, parce qu'il y a énormément de choses, bien sûr.